Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, à l'abordage du musée de la Marine. Il nous fait voguer sur plus de 250 ans d'histoire maritime et navale. Artiste protéiforme, Aurélie Gallois travaille aussi bien d'industrielles toiles de caoutchouc que de délicates peintures secrètes. Peter Do laisse son amour de la coupe et de la matière parler dans un défilé où les vêtements s'expriment sans détour. Depuis bientôt 10 ans, Agnès fabrique des jeux de tarot de manière artisanale en reprenant des techniques d'autrefois, découvertes. Et avant de rencontrer l'artiste peintre Aurélie Gallois, tout de suite notre rubrique Pépite. Qui aurait dit qu'une simple robe noire marquerait le monde du cinéma et de la mode? Plus de 50 ans après, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Connu pour des coupes impeccables et des créations féminines sophistiquées, le couturier Guy Laroche jouit d'une renommée internationale. On retrouve dans ses créations une élégance sobre et des lignes structurées, et c'est cela qui va pousser Mireille d'Arc à se tourner vers le couturier. Cette mannequin, que l'on surnomme la Grande Sauterelle, fait ses débuts au cinéma et a besoin de frapper fort. En effet, nous sommes en 1972 et Yves Robert réalise son dernier film d'espionnage, Le Grand Blond, avec une chaussure noire. Il décide de confier à Mireille d'Arc le rôle de Christine, une sorte de Mata Hari qui doit attirer dans son lit le héros gaffeur incarné par Pierre Richard. N'ayant que très peu de jours de tournage, l'actrice décide alors de choisir une tenue sulfureuse qui lui permettra d'attirer tous les regards lors de cette scène. C'est ainsi que Guy Laroche dessina spécialement pour elle la robe qui révéla la chute de rein la plus célèbre du cinéma français. Conservée depuis 2005 au Musée des Arts Décoratifs, cette pièce couture a vu son histoire perpétuée, notamment avec un défilé hommage en 2017. Entre perruque blonde et maxi décolleté, un clin d'œil audacieux avec des lignes qui n'ont pas fini de nous faire tourner la tête. Aventure, croyances, œuvres d'art, outils techniques et scientifiques. Aujourd'hui, hisser la grand voile, nous mettons le cap sur le musée de la Marine. Le musée de la Marine qui ouvre aujourd'hui, c'est un musée universel dans sa vocation, parce qu'il parle de ce qui fait 80% de notre globe, de la mer. C'est un musée d'objets d'art, un musée de peinture, un musée d'objets techniques. On conserve, et c'est assez rare, des scaphandres, des bateaux à l'échelle 1 qui sont dans des grandes réserves. Situé place du Trocadéro, le musée a rouvert au public en 2023 après un important chantier de près de 7 ans. Une collection de 1000 œuvres désormais présentées au public, toutes restaurées, retraçant plus de 250 ans d'histoire maritime et navale française. Parmi elles, le bateau le Normandie, né dans le début des années 30 et à cette époque le plus grand paquebot du monde. Le Normandie, ça a été une étoile filante luxueuse dans l'histoire des paquebots et de la navigation. Et le Normandie a gagné, lors de quasiment sa première traversée, le ruban bleu. C'était la grande compétition pour traverser le plus vite possible l'Atlantique. Il l'a gagné en mettant 4 jours, 3 heures et 2 minutes pour faire la traversée de l'Atlantique. Pour concurrencer les autres compagnies américaines et anglaises, la France essaie de se démarquer en proposant un aménagement intérieur et un service à bord des plus luxueux. On est en pleine période art déco. On commandait des artistes de l'ensemble des décors. Vous avez un salon des premières qui est plus grand que la galerie des glaces du château de Versailles. Vous avez 3 grandes cheminées. Les 2 premières sont des vraies cheminées qui fument. La 3e est une cheminée factice, parce qu'en fait, elle abrite le chenil, parce que vous pouviez venir avec vos lévriers ou vos chiens et faire la traversée. Et même les menus étaient présentés et décorés, on en a quelques-uns qu'on présente au musée de la Marine, décorés par Raoul Dufy ou par des artistes. Mais le destin de cette légende des mers n'aura duré que 10 ans. Après 116 traversées, il sera immobilisé dès l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale et pris dans un incendie ravageur dans le port de New York. Dans son parcours, le musée retrace également fortune de mer et autres naufrages, rappelant le caractère imprévisible et cruel des océans. Ayant très peur de cette mort, les marins se sont dotés d'un certain nombre de rituels et traditions pour tenter de conjurer le sort, avec notamment les ex-voto.
Les ex-voto peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être d'abord des ex-voto qu'on crée avant pour faire un vœu, avant de partir en mer, ou des ex-voto pour dire merci, on a été sauvés, on a échappé à une tempête. Réalisés souvent de façon maladroite, les familles de pêcheurs ou les marins eux-mêmes fabriquaient leurs propres maquettes de bateaux qu'ils suspendaient dans la nef des églises. Autrefois très superstitieux, certaines croyances sont restées. Sur les navires, on n'a pas le droit, par exemple, de parler de lapin. Si vous prononcez le mot lapin, il faut vous débarquer. On parle de bêtes à grandes oreilles, parce que les lapins étaient des rongeurs, et les rongeurs attaquaient à la fois les cordages, évidemment la nourriture, mais aussi le bois de la coque, et pouvaient faire un trou dans la coque. Et donc, on ne voulait absolument pas avoir au menu du lapin, il ne fallait même pas prononcer le mot. Les conditions de vie à bord sont également documentées de manière plus contemporaine par une reconstitution en échelle réelle d'une cabine de couchage de 6 personnes d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Il y a plus confortable, évidemment, mais il y avait beaucoup moins confortable avant. On avait un système de bannettes chaudes, parce qu'il y avait plus de marins que de lits. Quand vous redescendiez à la fin de votre quart, pour reprendre votre bannette, elle était chaude parce que votre prédécesseur, lui, était monté prendre son quart. Autrefois, le scorbut pouvait aussi ravager le personnel d'équipage parti plusieurs mois en mer et en manque de vitamine C. Mais les Anglais ont inventé au plus grand des hasards un remède efficace contre cette maladie. Les Anglais avaient un alcool blanc qui s'appelait le gin, ils ont mis du citron pressé et ça leur a permis, avant les Français, de ne plus avoir de cas de scorbut à bord. Tout le monde s'est interrogé, on a compris quelques années après, mais voilà, c'est intéressant de boire aujourd'hui un gin fizz en pensant que c'est ça qui a permis des batailles navales ou des explorations incroyables sans scorbut, qui était une maladie assez terrible et qui n'a pendant longtemps pas trouvé de solution malgré toutes les recherches. Mais la puissance maritime de la France ne se limite pas qu'à sa flotte militaire. Elle trouve également un écho dans le commerce maritime ou la recherche scientifique. Depuis des siècles, la mer irrigue notre imaginaire avec ses héros et ses légendes. À la fois sujet de fascination, de violence ou d'émerveillement, elle plonge les visiteurs dans l'inconnu et les invite au voyage. Sur caoutchouc ou avec du noir de carbone ou du bout du pinceau avec des touches d'or, Aurélie Gallois se raconte avec toute la complexité et la poésie des artistes. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, vous êtes artiste peintre, vous avez fait des études de littérature, d'histoire de l'art, et puis vous êtes formée auprès d'un peintre qui est devenu votre maître pendant 10 ans. Vous êtes aussi journaliste, auteur, et beaucoup de vos toiles sont accompagnées de textes. Est-ce que d'abord c'était une histoire d'écriture qui précède la peinture, ou est-ce que c'est l'inverse, ou est-ce qu'on ne peut pas le dire, est-ce que ça va ensemble? Dans ma formation, c'est la littérature d'abord, mais la peinture a toujours été présente dans ma vie. Mais c'est vrai que je me destinais peut-être plus à une carrière littéraire, parce que j'étais journaliste. Sauf que je suis devenue journaliste pour vivre quand j'avais décidé de devenir peintre. Donc ça a toujours été des vases communicants. Et puis, oui, il y a une dizaine d'années, la peinture est devenue vraiment primordiale. Vous nous recevez aujourd'hui dans une usine de caoutchouc. Oui. Le caoutchouc, vous l'avez redécouvert lors d'une résidence au Canada, mais votre père était caoutchoutier déjà, donc vous la connaissiez bien. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous travaillez cette manière de façon assez particulière. Je travaille la matière caoutchouc et je raconte aussi l'histoire du caoutchouc, des Olmecs, le peuple du caoutchouc, cette civilisation précolombienne, jusqu'aux usines aujourd'hui, jusqu'aux objets en caoutchouc. Donc je peins sur des toiles enduites de caoutchouc. C'est une matière très noble et c'est un cadeau de la nature. Récemment installée dans une usine de caoutchouc dont des espaces ont été aménagés pour les artistes, Aurélie Gallois fait le lien entre ses souvenirs d'enfance et les matériaux qu'elle utilise aujourd'hui. Un lien qui s'est révélé à elle en écoutant 2 émissions de radio s'enchaîner sur le monde ouvrier et sur le caoutchouc. D'un coup, tout s'est éclairé dans ma tête. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais toujours adoré regarder ces machines ultra bruyantes,
transformer ce caoutchouc naturel qui arrivait par palette entière de pays très lointains. Il y avait quand même un côté exotique et une fascination de la matière. Et de ce noir, en effet, qui envahit tout, très volatile, ce noir de carbone, qui finalement se retrouve dans mes tableaux. J'ai enfin connecté les deux. Une matière qui l'a donc obligé à revoir ses techniques, car la peinture à l'huile réagit différemment sur le caoutchouc. Je suis obligée de travailler dans le frais parce qu'une fois que le caoutchouc, enfin que le noir, ce noir-là, a pris sur cette matière, eh ben, c'est plus pareil. Tu vois, là, je peux effacer pas mal de choses et revenir à du blanc. Là, je peux plus. C'est trop tard, ça a pris en fait. Mais moi, j'aime bien quand la matière, elle m'oblige, elle me contraint et elle crée même des accidents. Je ne peux pas faire exactement ce que je fais d'habitude sur du caoutchouc, non. Ce qui demande à Aurélie une grande rigueur dans l'élaboration de la composition du tableau avant d'arriver dans sa partie préférée de la création, quand le tableau prend vie presque tout seul. Pour moi, ça monte. La peinture, elle monte. Et à un moment, elle est là et bon... On est lancé, quoi. On ne peut plus faire marche arrière et le tableau, il va se faire. Il est en train de se faire tout seul. Après, c'est des réglages et ça, j'adore. Et même s'il ne s'agit que des prémices d'une toile de 3 mètres de long, Aurélie sait déjà qu'il faut soigner les moindres recoins. Ce qu'on veut, nous, les peintres, c'est bien sûr que la personne, elle rentre dedans, quoi, qu'elle soit dans cet outre-monde. Ça va se jouer, je pense, sur des petites choses, petits détails ou hop, on tombe, quoi, on tombe dedans. Bon, on n'y arrive pas toujours, et c'est pas toujours nous, d'ailleurs, qui nous en rendons compte. Il faut quand même accepter une grande part d'inconnus, de choses qui nous échappent. D'ailleurs, on ne travaille pas seul, c'est des gens autour de nous qui travaillent avec nous ou à promouvoir notre travail, qui voient mieux ce qu'on fait. Moi, il m'a fallu 20 ans pour me rendre compte qu'il y avait du noir partout dans mes tableaux, quoi. Qu'est-ce que le noir signifie pour vous, alors, puisque vous l'utilisez quand même beaucoup, beaucoup? Oui, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Alors, on dit que c'est une non-couleur. Pour moi, le noir, c'est l'autre côté de la lumière. Enfin, sans noir, il n'y a pas de lumière. Et il y a 30 000 noirs. Enfin, j'exagère, mais il y a une infinité de noirs, des mats, des brillants, des chauds, des froids. On peut faire plein de choses. Bon. J'aime aussi beaucoup la couleur, mais finalement, c'est vrai que là, j'ai choisi de m'en tenir à cette palette très simple, blanc, noir, un peu de doré. Et j'y vois, je reviens à la peinture par le noir, à une sorte de simplicité. Finalement, je réapprends autre chose. Mais l'artiste s'éloigne parfois du noir et des grands formats pour s'aventurer à la miniature, avec sa collection de bijoux indiscrets qu'elle a exposée à la galerie Mouvement Moderne à Paris. Avec les grands formats, il y a tout mon corps qui s'investit, qui est sollicité. Là, au contraire, je suis juste avec mon doigt et mes yeux. Mais finalement, c'est un engagement physique aussi, où je suis complètement happée. Et là, c'est une grande concentration. Une idée de collection qui lui est venue lorsqu'elle cherchait à faire une pause dans un grand projet et qu'elle aperçut un morceau de feuille d'or à côté d'elle. J'ai toujours aimé la feuille d'or, donc j'avais un petit morceau de toile où il y avait un peu de feuille d'or, je ne sais plus... Et puis j'ai commencé à gribouiller, quoi, vraiment à griffonner. Alors j'ai fait un petit corps. J'ai trouvé que c'était joli, que ça faisait comme un petit bijou, mais tout petit comme ça. Et puis je l'ai découpé, j'ai mis dans une boîte pour voir ce que ça faisait. Et tout de suite m'est apparu le lien avec les bijoux indiscrets de Diderot. Et puis le fait que ce soit dissimulé, ça m'autorisait quand même à aller un peu plus loin et à tenter d'explorer cet univers un peu licencieux. Pour garder l'idée de discrétion, c'est dans le showroom privé de la galerie que Sophie Meignier a décidé d'exposer une vingtaine de boîtes abritant des peintures érotiques. Et Aurélie, au travers de ses peintures, de tout son travail de miniature et à nouveau son travail très classique de la peinture à l'huile, elle arrive à donner beaucoup de beauté, de sensualité, de poésie dans un univers qui pourrait paraître cru et un peu barbare. Et voilà, donc elle détourne un peu tout ça et c'est vrai que le côté bijou va très bien dans ce sens-là dans la série.
Oui, je crois qu'on pourrait être tenté de se censurer, surtout aujourd'hui, où ces thématiques, même si si on vit une époque assez libérée quand même, mais l'érotisme, la nudité, de tout temps, c'est ce que les peintres ont préféré faire. Est-ce que c'est vrai que l'humain tient toujours une grande place dans votre œuvre, puisque vous avez commencé à faire des portraits des gens que vous avez interviewés, et bon, il y a eu les bijoux indiscrets, mais vous évoluez toujours autour de l'humain? C'est vrai. Quand on parle d'art figuratif, on parle au départ de la figure, de la figure humaine, et je me souviens de cette phrase que j'ai croisée de l'écrivain Colette. Elle a écrit le visage humain est devenu mon paysage préféré, quelque chose comme ça, je la cite mal, mais c'est ça. En fait, pour moi, oui, la figure humaine, l'humain, c'est impossible d'en faire de s'en abstraire. Justement, quelle place elle a en peinture face à Instagram, face à tout ce qu'on sait aujourd'hui? Représenter, c'est rendre présent à nouveau. Il y a vraiment ce truc du jeu avec le temps, et une peinture, il y a quelque chose de vivant, déjà parce que c'est une matière vivante. Un tableau va mettre des années à être sec. Et une peinture, c'est ça, ça a été fait, ça bouge, ça évolue, c'est quelque chose de sensuel, les pigments se mêlent, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que je suis assez attentive à voir comment la figure humaine se place aujourd'hui dans l'art, dans la peinture. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ah non, je suis tout en bas de la montagne, là. J'ai encore un grand chemin à gravir, oui, oui. Merci beaucoup. Merci. Perfectionniste, Peter Do travaille un vestiaire moderniste qui remet le travail de coupe au centre du propos. Pas de décor, pas de célébrité, ni de performance instagrammable. Pour son premier défilé à la Fashion Week de Paris, Peter Do a choisi de laisser les vêtements parler d'eux-mêmes. Un parti pris presque audacieux à l'heure où la mode se veut d'être bruyante avant même de pouvoir être portée. Mais pour le créateur vietnamien-américain, c'est d'abord le vêtement qui doit s'exprimer, pas la marque ni son image. Fondé en 2018 à New York, son label porte son nom, mais défend le travail collectif que nécessite la réalisation d'une collection, du dessin à la production, en passant par le patronage, les prototypes et la présentation. Son offre se concentre sur la coupe, sur les volumes et sur le tombé des matières. Un travail que seul un œil expert pourra réellement percevoir, et Peter Do ne s'en cache pas. Formée chez Céline à l'époque de Phoebe Philo, la créatrice qui a conquis le cœur des femmes avec une mode pensée pour séduire leur intellect, il a développé son caractère à la fois concis et perfectionniste. Sans superflu, ses créations défendent l'idée qu'un vêtement fonctionne tant qu'il épouse les ambitions des personnes qui le portent, sans jamais prévaloir sur leur identité. Vêtus par Peter Do, hommes et femmes sont regardés dans leur entièreté, pas seulement à travers leur look. Ces créations ne sont pas faites pour faire parler, mais pour être portées, dans la rue comme sur un lieu de travail, une philosophie qui replace le vêtement au cœur du quotidien et du mouvement. Pour le printemps-été 2024, il a travaillé un vestiaire sobre tout en jeu de proportions et de matière. Il part des pièces fondamentales que sont le pantalon, la veste ou la chemise, travaille leur coupe au millimètre et vient élever leur caractère basique. Il incruste des bandes de soie dans un blazer pour lui insuffler mouvement et souplesse, remonte les manches d'une chemise et part à la recherche du trench coat parfait. Ses vêtements sont souples mais structurés, évoquent le confort sans jamais tomber dans la simplicité. C'est là la force de Peter Do, proposer une mode absolument portable mais généreuse en création.
un jeu d'équilibriste que le créateur perfectionne saison après saison en travaillant comme une obsession le tombé d'un pantalon ou la ligne d'épaule d'un blazer. Au passage, il n'hésite pas à emmener le vêtement toujours un peu plus loin dans la découpe ou dans la forme et à provoquer discrètement les stéréotypes de genre. Une mode habile, ambitieuse et sans compromis qui place le curseur de la création dans une démarche on ne peut plus moderniste, celle de regarder droit devant, mais toujours le compas dans l'œil. Agnès Kapler est artisan cartier. En invoquant des techniques artisanales ancestrales, elle nous emmène dans le monde magique des tarots. Alors à l'origine, j'ai découvert un jour le tarot de Marseille et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était le coup de foudre. Je suis tombée amoureuse des images, j'ai adoré le symbolisme, j'ai adoré les couleurs. Mais moi, quand je voyais ces cartes qui venaient de l'industrie, je ne m'y retrouvais pas. Je me suis dit, moi, je veux quelque chose qui soit plus authentique ou qui soit plus sensible. Je me suis dit, il fallait que j'amène quelque chose de plus. À la recherche de cette sensibilité particulière pour fabriquer de nouvelles arcanes uniques, Agnès décide de revenir aux origines du tarot, avec notamment ce jeu de Noblet daté de 1650 et conservé précieusement à la BNF. Je voyais bien que les fichiers que je pouvais récupérer dans les bibliothèques, ils avaient été un petit peu ternis avec le temps. Mais dans mon travail sur la couleur, j'ai cherché à rendre les couleurs à nouveau vivantes, vibrantes, transparentes, avec un petit peu cette idée que les cartes sont un petit peu comme un vitrail, elles laissent passer la lumière. Les couleurs comme vecteurs d'émotion. L'artiste mène alors ses propres recherches et se plonge dans l'encyclopédie de Diderot pour recréer les teintes d'autrefois. On les retrouve encore en droguerie spécialisée. J'ai commandé ces pigments, je les ai mêlés avec des liants traditionnels d'époque, de la gomme arabique par exemple, et je les ai refabriqués de façon fraîche pour retrouver la couleur toute fraîche, comme quand ces cartes ont été créées. Mais l'émotion recherchée ne s'arrête pas là. Elle passe également par le toucher et le choix du papier. Alors pour avoir une image qui ressemble vraiment à une estampe d'époque, je vais chercher un papier qui a la texture, la nature même des papiers d'époque. Alors j'ai trouvé fabriqué en France ce papier qui est fait à la main, dans un moulin. Le papier est texturé, donc ça crée à la fois une sonorité et une sensation en main qui est complètement unique. On redécouvre en fait ce que c'est que de mélanger des cartes avec des jeux artisanaux. Pour faire revivre ces savoir-faire oubliés des artisans cartiers, Agnès décide aujourd'hui de le conjuguer au présent. La presse a disparu pour faire place à l'imprimante haute définition. Et maintenant, on est à l'étape du collage. On va assembler les faces et les dos. On les assemble sur un carton intermédiaire. Alors, ce carton intermédiaire, traditionnellement, il était appelé lame par les artisans cartiers du XVIIe siècle. Il faut savoir que c'était une matière qui était en fait issue du recyclage de tous les résidus de papier et de carton de l'atelier. Et du coup, ça donne une carte super nerveuse et résistante. Alors qu'ici, on a tout simplement imprimé sur un carton, mais qui n'a pas de contre-collage, qui n'a pas d'âme. Et alors, ça nous fait une carte toute molle. Et en plus, on pourrait tricher avec ce genre de carte. Après le collage de ces différentes couches ensemble, le jeu va avoir besoin d'évaporer l'humidité de la colle et de sécher pendant 24 à 48 heures. Une fois sec, place à l'étape du lissage. Et la prochaine étape, c'est d'appliquer du savon, comme ça, en frottant le savon à la surface du papier. Ça a l'avantage de rendre les cartes glissantes et de les protéger, à la fois de renforcer la surface du papier. Ça a cet avantage également de ne pas avoir besoin d'utiliser de plastique pour rendre les cartes glissantes. Et ensuite, avec cet outil, une pierre d'agate, je vais faire rentrer le savon à l'intérieur des fibres du papier. Alors il faut appuyer fort. Pour cette artisane du tarot, depuis bientôt 10 ans, arrive l'étape la plus périlleuse du processus de fabrication qui signe aussi la naissance du jeu. Tout est prêt et maintenant on va isoler les cartes l'une par une de l'ensemble du jeu. On doit être vraiment au quart de millimètre parce que chaque décalage risque de se répercuter sur les cartes suivantes. Alors là, typiquement, on voit que ça commence à décaler. Alors là, je vais rectifier avec un petit quart de millimètre.
ou un petit millimètre. Hop. Les finitions ne sont certainement pas laissées au hasard. Pour le confort, l'arrondissement des cartes est de mise et c'est sans compter le verso du jeu. Agnès aime s'en servir pour laisser place à sa créativité et son imagination. Au dos, toutes les extravagances sont possibles. Rien n'est trop beau pour ces véritables trésors de 78 cartes qui ne demandent plus qu'à être mis entre les mains des plus chanceux pour commencer la partie. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!